À la maison d'enchères Eiffel, la mise en vente d'une œuvre d'art requiert au préalable des vérifications rigoureuses quant à sa provenance. On cherchera donc à connaître l'historique de propriété, c'est-à-dire tout le chemin parcouru par l'œuvre depuis sa sortie de l'atelier jusqu'au propriétaire actuel. On est une maison de vente aux enchères, alors la provenance, c'est vraiment très, très, très important. Donc, dans les raisonnées qu'on consulte souvent, on va aussi voir là, les éléments de provenance. Ça, c'est une des raisons principales aussi pour qu'on consulte ces raisonnées-là. Nous, les vérifications, on les fait de façon extrêmement rigoureuse. Évidemment, la première étape, c'est de s'assurer de l'authenticité. Il y en a qui se contentent de donner un avis à la lumière de photographie. Je dirais que la majorité veulent voir les œuvres. Alors, une inspection en personne, selon nous, est de mise. Une inspection rigoureuse du devant, du verso, sous la lumière ultraviolet, avec la loupe parfois, je dirais que dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Souvent, les gens vont venir ici à notre bureau et ils vont inspecter les œuvres. Parfois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à une grande vérification d'authenticité pour chacune des œuvres parce que les marchands, c'est quand même des experts dans leur domaine et parfois, il n'y a pas de raison de douter de l'authenticité. Selon l'œuvre, la provenance, tous les éléments descriptifs, quand il n'y a pas de doute, c'est sûr qu'on fait la vérification quand même parce qu'on a quand même un bon niveau d'expertise. Si on n'est pas à l'aise et on ne connaît pas bien cet artiste-là, alors là, nous, on va s'abstenir de traiter cette œuvre-là. On ne va pas l'évaluer non plus. On ne peut pas évaluer une œuvre dont on n'est pas certain de l'authenticité. Ça, non. On a des raisons éthiques et on travaille de façon professionnelle et rigoureuse à ce niveau-là. Dans certains cas, le marchand d'art se doit de consulter la personne ou l'organisation moralement ou légalement habilitée à authentifier les œuvres d'un artiste. Et cette demande d'expertise révèle parfois des pratiques d'affaires douteuses. Écoutons Jean-Pierre Valentin à ce sujet. Une fois, j'ai vu, vraiment, j'en revenais pas. Je suis arrivé avec 2 tableaux chez un marchand à Paris qui était l'expert, donc qui faisait le catalogue raisonné de cet artiste-là. Il me dit, écoutez, laissez-moi les tableaux, je vais les regarder, puis revenez me voir. Je suis pas sûr qu'ils sont bons, là, vraiment. Laissez-les-moi, revenez demain matin, et puis... je vous dirai ce que j'en pense vraiment, mais non, j'ai pas l'impression que c'est bon du tout. Et le lendemain, j'y retourne donc à une heure prévue, et quand j'arrive chez cette personne-là, il y a un de mes confrères montréalais qui est là, par hasard, qui me salue et qui me parle pendant une seconde, qui va voir cette personne et qui ressort du bureau, et la personne me dit « Bon, écoutez, je ne vous connaissais pas, ça va, les tableaux sont bons. » C'est comme une faveur. C'est pas ce que je demandais, moi je demandais pas ça, je demandais simplement qu'on me dise si c'est vrai ou faux, c'est tout. J'ai pas aimé ça du tout, et ce monsieur a fini sa vie en prison. Alors donc, je pense qu'il a essayé tout simplement de me dire « Écoutez, vendez ces tableaux-là, on aura une relation dans le futur qui sera intéressante, je vous fournis le certificat, comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. » C'était à peu près ce que ça voulait dire. Alors que moi, je n'avais pas d'expertise sur ce peintre-là. Je cherche l'expertise, toujours. Si je ne sais pas, comme disent nos amis suisses, quand on ne sait pas, on ne va pas. Donc, ce qui m'a gêné, c'est que moi, j'avais un doute sur les tableaux. C'est pour ça que je lui ai apporté les tableaux, pour qu'il les voie et qu'il me dise oui ou non, sont vrais. Mais moi, j'ai un très fort doute sur l'authenticité. Et parce que quelqu'un dit « Ah oui, ce monsieur-là, je le connais bien, etc. C'est un marchand à Montréal, il a une bonne réputation, etc., etc. Vous pouvez faire des affaires avec lui. » L'autre me dit « Oui, j'ai un très, très grand doute sur les tableaux, mais je vais vous les certifier. » Donc ça, c'est inacceptable pour moi. Moi, j'ai retourné les tableaux à la personne qui me les avait confiés pour les vendre, en disant « Écoutez, ils sont dans le catalogue raisonné, mais je ne peux rien faire. » L'authentification d'une œuvre d'art requiert l'usage d'une grille d'analyse à plusieurs niveaux. Pour Simon Blais, cette grille s'applique aussi dans certains cas plus ou moins farfelus, comme l'exemple d'une œuvre importante retrouvée dans un grenier ou par hasard au marché aux puces. Et parfois, certaines situations cocasses peuvent se présenter.
Il y a des cas où, tu sais, je disais, si une œuvre qui apparaît, qui n'a aucune histoire, aucune présence dans l'histoire, peut être douteuse. On a des cas, ça apparaît tout le temps, d'œuvres qui sont trouvées au marché aux puces. Ça, c'est le cas typique. C'est soit le marché aux puces ou dans un grenier. Tous les signes propres à la crédibilité qui vient avec l'authenticité d'une œuvre, c'est-à-dire l'apparence des matériaux, la qualité de la composition, la crédibilité de la signature et tout ça. Mais qui sont ces fameux critères qui nous servent dans tous les cas à analyser une œuvre, nous les marchands ou les experts, au premier regard, puis au second regard, puis on va de plus en plus en profondeur dans la grille d'analyse. On l'applique dans ces cas farfelus. Mais dans la plupart des cas, c'est farfelu, c'est-à-dire que quelqu'un nous apporte quelque chose en disant « Oui, mais regarde, c'est signé Riopelle. » Il m'est arrivé de voir apparaître ici une petite œuvre grande comme une carte postale. Et évidemment, c'était une belle chose en couleur, encadrée, avec la signature Riopelle. Puis la personne s'imaginait avoir trouvé au marché aux puces un pastel authentique de Riopelle. C'était mon carton d'invitation d'une exposition que j'ai faite en 97, que quelqu'un avait encadré et avait vendu dans un marché aux puces. C'était très, très drôle de voir le brocanteur s'imaginer qu'il avait fait une trouvaille. En cas de doute, Iseult Riopelle est la seule personne officiellement habilitée à authentifier des œuvres produites par son père, Jean-Paul Riopelle. Avant d'émettre un avis, elle exige de voir l'œuvre de près et d'en connaître la provenance. Et ça sert à l'authentification, mais là déjà, je dois vous dire que il faut absolument... on ne peut pas se fier au visuel, à l'information qui est dans un catalogue raisonné, qu'il soit numérique ou pas, cause défaut. Donc il faut absolument avoir toute l'information, voir les œuvres et avoir toute l'historique si possible. Pour ce qui est des huiles, pour Jean-Paul Riopelle, puisqu'il y a beaucoup d'empattement et que la manière dont il travaillait, on peut se fier, oui, à condition d'avoir déjà d'autres images, mais pas pour les œuvres sur papier, ça absolument pas. Je parle de faux, des copies à l'identique. Mais je suis sûre qu'il y en a, parce que la dernière œuvre sur papier qu'on a trouvée, quand on a pu remonter, c'est probablement, ça s'est passé la copie lors d'un encadrement, et il y avait plusieurs œuvres à ce moment-là, donc il n'y a pas de raison que les autres n'aient pas été copiées. Donc en réalité, il faudrait savoir où sont toutes les œuvres. Il faut l'authentifier en premier, parce que si vous donnez une valeur sur un faux, c'est comme si vous l'authentifiez. Qu'est-ce qui fait mieux vendre une œuvre sur le marché de l'art? Le commissaire-priseur Laurent Berniard fait un survol rapide d'éléments permettant de légitimiser les œuvres mises en vente à l'enchère publique. Dans le cas de Riopelle, quand ce sont des œuvres originales, je parle d'huile, d'aquarelle, etc., c'est systématiquement présenté auprès du catalogue raisonné. Ça se vend mieux quand il y a l'étiquette de la galerie Clarence Gagnon, ou l'étiquette de l'Art français, ou l'étiquette de Walter Mousse dans le cas de Riopelle, etc. Ça se vend mieux. La provenance aussi est importante. On avait une très belle collection, de collections privées, de gens connus qui ont toute une collection d'œuvres similaires au niveau de la qualité, etc. Ça légitimise aussi beaucoup. Si j'ai un numéro de catalogue raisonné pour l'œuvre d'un artiste, je le rajoute dans le descriptif. Mais c'est un des éléments. Il n'est pas nécessaire si j'ai d'un Marc Aurèle Fortin qui provient de telle collection, avec telles étiquettes, telle chose. Il est passé en vente il y a 15 ans, à telle date. On a ça, cette chose-là. On a ce catalogue de vente, on a ce résultat de vente. Tout ça aussi, ça légitimise l'œuvre. À l'instar d'autres branches d'authentification de fondations américaines d'artistes aussi connus que Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou Jackson Pollock, la Fondation Warhol a elle aussi cessé ses activités d'authentification suite à la menace de poursuites judiciaires à répétition. Dans cet extrait, Paul Maréchal relate le cas très médiatisé de la Fondation Warhol et comment il est maintenant encore possible, dans ce contexte, de poursuivre le travail d'authentification des œuvres. La Fondation Warhol a fermé sa branche d'authentification des œuvres de Warhol à l'issue d'un procès qui lui avait été intenté par un cinéaste américain, Simon Whelan. Quand vous ouvrez vos portes en tant que fondation à la soumission d'œuvres par tout le monde et n'importe qui, vous vous placez dans une position où vous êtes redevable. Et c'est là la base de tout le problème. Le catalogue raisonné est un ouvrage en constante évolution et son usage dans le marché de l'art n'échappe pas à certaines additions parfois étonnantes. Éric Devlin évoque ici le cas du célèbre faussaire Fernand Legros qui,
après avoir peint une œuvre à la manière de Van Dongen, avait réussi à berner Van Dongen lui-même. On revient un peu de la notion du catalogue raisonné, que c'est jamais complet, jamais totalement complet. Tu s'aperçoit qu'il y a des périodes, des micro-périodes. On est dans le fine-tuning. Puis c'est mal documenté parce que l'artiste n'avait pas une scène, même il ne s'en souvient plus. Puis, à un moment donné, comprends-tu? Tout est. Puis à l'inverse, tu as l'histoire abracadabrande. C'est comment ça s'appelle, le grand faussaire des années 60. Un gros barbu, là, puis son assistant, c'est un Québécois. C'est Alain Perfit qui avait fait sa biographie. Parce que il y avait un tableau de Van Dongen, puis il était allé voir Van Dongen, qui était encore vivant, puis l'autre, il a fait authentifier, puis l'autre était vieux, gaga, on disait pas Alzheimer à l'époque, mais on disait gaga, mais puis par vanité, puis il avait été bien peint, puis et il lui a authentifié. Les artistes sont un peu, à la fin, là, pas... La mémoire est pas... Pour Alain Lacourcière, ex-policier spécialisé dans les enquêtes reliées au marché de l'art, l'expert qui a l'autorité morale pour l'authentification sera la personne ayant la plus été exposée à l'ensemble des œuvres d'un artiste. Mais dans certains cas, des avis contraires peuvent se faire entendre, ouvrant ainsi la voie de potentielles contestations judiciaires. Quand j'ai à authentifier une œuvre de Serge Lemoine, c'est à mon chum, fait que je sais c'est quoi. Je suis capable moi-même de le faire puis de prendre toute responsabilité pour l'authentifier parce que j'ai été longtemps avec lui puis c'est un ami proche. Mais si j'ai un doute ou non, si je veux aller plus loin, j'écris à Yves Laroche, peux-tu me regarder ça dans les archives puis me dire si c'est bon ou pas bon? S'il me dit, oui, je regarde ça, puis tout ça, mais c'est pas l'expert ultime de Serge Lemoine. C'est pas parce qu'il y a le marchand qui a acheté tout le fond qui va être capable de m'authentifier une œuvre. Je crois pas ça, pas du tout. Marcel Saint-Pierre, par contre, a fait un catalogue, a connu Serge, là, je vais m'adresser à Marcel, mais il n'y a pas l'autorité morale en cours, non ultime, par certains marchands. Ils disent, Marcel Saint-Pierre connaît pas l'œuvre de Serge Lemoine. Et là, il la connaît autant que moi aussi, là. C'est qui l'expert ou l'autorité morale d'un artiste? C'est celui qui a eu le plus accès aux œuvres de l'artiste pendant tout le temps de sa vie. Fait que c'est ça le danger maintenant. Moi, j'ai une assurance qui me couvre, là, puis ça a pris 1 an et demi avant que je me débatte avec l'assurance que j'aille faire des représentations au niveau responsabilité civile. Si je me trompe sur l'authenticité d'une œuvre, le prix que j'y mets, je suis couvert pour 500 000 $ par œuvre que je fais comme évaluation. Puis je suis le seul qui a une assurance au Québec.